Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, j'ai encore le plaisir de vous retrouver, mais cette fois-ci, on va replonger dans l'enfance. J'imagine que chacun d'entre nous, chaque adulte, a été un enfant et nous voici aujourd'hui dans le musée du jouet et nous sommes reçus par Richard Blain. Richard Blain, bonjour. Bonjour. 51 ans, Oui. Français, Oui. né au Mans dans la Sarthe. Le Mans, cette ville célèbre grâce à ses 24 heures. Marié, il est papa de 2 enfants. Ancien reporter d'investigation, il a vécu sans famille jusqu'à l'âge de 39 ans. Grâce à ce métier, Richard Blain a couvert différents conflits et travaillé pour la presse dite à sensation comme Voici et Entrevue. Après avoir parcouru le monde, il se consacre à son hobby, les toys. Depuis 1999, il accumule les jouets dits de collection, issus des séries TV, des films des années 60 à nos jours. Cette Madeleine de Proust a été son psy et lui a certainement sauvé la vie. Aujourd'hui, Richard Blain gère le pôle européen de la culture alternative à Tour et Taxi, ce qui comprend 2 musées, une école, une chaîne YouTube, des chroniques radio et des événements toute l'année. Alors Richard, revenons sur cette Madeleine de Proust. Sans vouloir être trop indiscret, qu'est-ce qu'il en est? Alors, la Madeleine de Proust, c'est le fil d'Ariane. Donc, je vais parler un peu avec des métaphores et je vais essayer de m'exprimer aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Car le pôle européen de la culture alternative ou la Madeleine de Proust, ça doit parler à qui que ce soit sur la planète entière. Que tu viens du pays lointain de la banquise, que tu sois esquimau ou que tu sois dans un ghetto au fin fond de Jérusalem ou ici en Europe, ça touche tout le monde. Tu peux jouer avec un pneu, avec un bâton et tu vas grandir. Et il va arriver un moment dans ta vie, tu vas avoir un flashback. Et c'est à ce moment de ce flashback que tu vas avoir ta Madeleine de Proust. Ça va être quoi? C'est le moment que tu auras partagé avec un meilleur ami, avec ton papa, ta maman, si tu as la chance d'en avoir, ou un ami quelconque, un chien, un chat dans un coin, et tu vas te remémorer à un moment donné, ah, qu'est-ce que c'était bien. Et c'est ça la Madeleine de Proust. Qu'est-ce que c'était bien, cette odeur de gasoil, cette odeur de poussière, ou cette odeur de pain au chocolat, de lait chaud que tu as à un moment donné dans ta vie, où tu te sentais en sécurité, confortable, et loin de tous les tracas d'un adulte. Et la Madeleine de Proust, c'est ce moment précis d'une Madeleine, si on peut la métamorphoser. Proust, par ses vers, entre guillemets, et surtout ce moment de détente que tu vas te retrouver vraiment, vraiment détaché du monde, sur un nuage. Et tu te dis, bon, tant pis, on revient à la réalité et on y va. Mais ça t'a redonné du baume au cœur et ça t'a rechargé les batteries et ça t'a rien coûté. Alors, passons au vif du sujet, ce qui nous réunit aujourd'hui dans ce Lissolo. Le musée du jouet. Dis-nous tout, Richard. Alors, le musée du jouet, c'est une très, très, très longue aventure. On va dire qu'à un moment donné, dans la vie de certaines personnes, la mienne, en l'occurrence, a été très chargée émotionnellement enfant. Donc, j'avais des jouets par abondance chez mes grands-parents et chez mes parents qui travaillaient, eux, beaucoup moins. Et je recherchais plus ce côté relationnel avec mes parents, mais qui travaillaient beaucoup, j'avais pas. Et j'étais obligé, c'était triste pour moi, mais de jouer avec mes 2 petites sœurs. T'imagines, un garçon jouer avec ses petites sœurs. C'est comme beaucoup de grands frères, on n'a pas obligatoirement envie de jouer avec ses petites sœurs. Voilà. Donc, il y avait ce côté, ce décalage. N'oublie pas qu'on est dans les années 70 et 80, où je voulais jouer aux cow-boys, aux Indiens, je voulais jouer à la guerre, au para, et puis les petites sœurs voulaient jouer à Charlotte aux fraises. Donc, il y avait ce décalage, voilà. Mais je voyais cette abondance de jouets malgré tout autour de moi. Tu grandis, tu lâches à un moment donné la prise, tu es adulte, et à un moment donné, il est vraiment arrivé ce moment, mais je le sentais, ça grondait, mais je le repoussais. Et au Canada, je tombe devant des boutiques de jeux et jouets. Alors je dis, ah, c'est pour les gamins, donc j'achète pas. Et ça continue, ça me persécute même à un moment donné, j'en rêve. Et à un moment donné, je dis, ça y est, je passe à l'acte. Il faut arrêter ce moment donné que je recule. Je me suis rendu dans des boutiques de jouets dits traditionnels, Toys R Us, pour pas les citer, ou d'autres, ou Grande Récré. Et je voyais déjà, ils commençaient eux à rééditer des produits dérivés. Donc j'ai commencé à acheter. Et c'est devenu compulsif. À un moment donné,
précis, c'est en 99, en 1999, lors de l'épisode 1 de Star Wars, assis confortablement en train de regarder ce film au cinéma. Imagine la scène. Quand tu regardes le film, tu dis « Ah là là, ça je le verrais bien en jouer, ça je le verrais bien en jouer ». Tu sors, tu vas dans un magasin qui s'appelle Monoprix, où tu fais tes courses bêtement célibataire, car étant reporter, je ne voulais pas de vie de famille, je m'étais détaché de tout. Et bien là, j'ai chuté, mais mon pauvre, à faire un achat compulsif minimum par jour. Depuis 99, j'achète. J'ai tellement repoussé l'action, on va dire, toutes les années 90, on va dire de 92 jusqu'à 99, j'ai tellement repoussé ce moment que quand j'ai attendu vraiment le dernier pas à céder à la tentation, à mon hobby, car je ne bois pas, je ne fume pas, je sortais beaucoup, mais c'était payé par la presse, par les médias, donc j'avais pas besoin. En vacances, mon métier me donnait l'occasion d'être en vacances à toute l'année, Saint-Tropez, Cannes, au bout du monde, à Los Angeles, Las Vegas. Donc j'avais pas ce sentiment de besoin d'évasion, car je l'avais avec mon métier. Mais cet achat, je l'ai vraiment repoussé et calfeutré. Et je l'ai caché au moins jusqu'à 2010, caché, mais vraiment caché dans un entrepôt à Laken, à Bruxelles. J'entassais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, après un burn-out et la séparation de ma première épouse, ma seconde épouse, qui la première m'a jamais reproché le jouet. Hein. Voilà, j'ai toujours su gérer mon capital jouet sans que ça entraîne dans ma vie privée des incidents. Mais ma deuxième épouse, elle, avec qui j'ai eu une petite fille, m'a dit « Mais pourquoi t'en ferais pas un musée au lieu de garder ça pour toi ?» Et donc, très simplement, de fil en aiguille, j'avais des partenaires, des amis comme Jérôme Maton et tout, qui attendaient que ça. Et quand ta femme te dit un truc, tu le fais. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Voilà. Ah ben, c'est très bien. Je vois dans ce musée, il y a des images qui vont illustrer cette émission. On a parlé du jouet. Et à côté de ça, il y a une école. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Alors, le pôle européen y est arrivé très vite dans mon idée. Étant reporter de métier et pas journaliste, alors c'est quoi la nuance? C'est comme un boulanger et un pâtissier. Moi, je vais sur le terrain, je glane les infos, je rencontre les gens, donc j'ai une relation tactile, j'ai une relation émotionnelle avec les gens et j'ai l'avantage, quand je suis avec les gens, d'écouter des histoires. Et ces histoires me touchent et je ramène à la rédaction les photos, les vidéos qui, eux, selon la trame du journal, et les journalistes réécrivent ou transforment malheureusement mes propos, d'où pourquoi j'ai quitté la presse et les médias au bout d'un moment. Mais le pôle européen, c'est ça. C'est ne pas transformer, mais de pouvoir donner accès. Donc, pourquoi une école? Pourquoi des jeux vidéo? Pourquoi du jouet? Car on est dans le 9e art. Le 9e art, c'est quoi? C'est aussi bien l'écriture, donc on s'entoure de gens qui savent écrire, poèmes, illustrateurs, quoi que ce soit, car c'est riche pour notre culture personnelle. On s'enrichit aussi d'une école qui existe depuis 8 ans, l'Udus Academy, ce qu'on appelle le Serious Game. Alors, l'école, elle intervient parce que mon partenaire, Jérôme Maton, a depuis 8 ans décidé de pouvoir donner des lettres de noblesse aux jeux vidéo. Et le jeu vidéo, vu qu'il est propriétaire du Pixel Museum et moi du Toy Discovery Museum, donc musée du jouet et musée du jeu vidéo, lui, il voulait continuer à aller plus loin. C'est comme si moi, je décidais à un moment donné de dire le jouet, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'artistes qui sont représentés. C'est trop Playmobil, c'est trop Lego, c'est trop Hasbro, ce sont trop des marques qui détiennent le pouvoir. Et donc, le Dus Academy, c'est ça, c'est de prendre des jeunes, leur expliquer le jeu vidéo, les emmener sur de la thérapie. Alors la thérapie, ça va aller loin. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés ou ça peut être des adultes qui n'ont pas la dextérité avec leurs doigts pour des applications. Donc les étudiants, ils apprennent ici à comparer, comprendre, former et réaliser des projets aussi bien dans le milieu médical, aussi bien dans le milieu industriel, aussi bien dans le milieu bancaire, tout en étant artiste. Et c'est comme ça, quand tu as ton application de la Poste, Bipost ou autre, tu te dis « Oh, je fais un code, c'est tout bête », mais derrière, tu as des logiciels, tu as des données hypersensibles qui sont analysées. Et les étudiants vont au-delà. Ils réfléchissent comment dans 20 ans ou 30 ans, ces données, on pourra encore aller beaucoup plus vite avec les vêtements, avec du textile, comment on peut arriver à nous faciliter la vie tout en protégeant nos comptes bancaires, par exemple. Le jeu, c'est du sérieux. Serious Game. Alors, la précédente invitée de cette émission, de ce Lissolo, s'appelle Mimi Mansiemi. Alors, Mimi Mansiemi, Richard Blin, qu'est-ce qui se trame derrière? Alors, qu'est-ce qui se trame? C'est très 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 simple. Le Toy Discovery Museum. Quand tu reprends les mots, Toy Discovery Museum. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le musée du jouet. Ici, tu rentres dans de l'immersion. Tu vas de pièce en pièce. Tu vas dans la jungle, tu vas dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vas au temps des pirates. Qu'est-ce qui se passe au temps des pirates? Il y avait un commerce, l'esclavagisme.
Tu rentres au temps des super-héros qui sont arrivés avec, il ne faut pas oublier, avec les débarquements américains qui nous ont sauvés quand même du nazisme, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc tu as toutes ces pièces jusqu'à la science-fiction, jusqu'à l'au-delà qui t'emmènent. Il ne faut pas oublier que le jeu et le jouet, c'est en fin de compte un chaînon manquant. Le jeu et le jouet, ça t'emmène à l'éducation de l'enfant, mais ça peut t'emmener aussi à la destruction de l'enfant. Hitler et beaucoup d'autres l'ont compris qu'avec des petits soldats, des petites figurines, l'enfant s'identifie, crée des armées avec des billes ou des boulets, mais à l'intérieur, ça génère tes hormones et ça te rappelle à tes sources de l'homme, de ce côté conquérant et envahisseur. Et ben chez Mimi, ça a été pareil. Quand Mimi, on me l'a présenté, et je peux citer Yves Basombi parce que c'est vraiment un ami proche de longue date et que je lui tire mon chapeau, il savait très bien qu'entre Mimi et moi, il y aurait certainement cette relation fusionnelle dans le sens que Mimi pouvait m'apporter quelque chose et moi, je pouvais lui apporter quelque chose. On parlait de Ludus. Ludus, le côté scientifique, le côté médical. On parlait du jouet ici, le côté Afrique, maltraitance ou incompris, un peuple sous-exploité pour des données, parce que la terre est riche, on ne va pas y revenir dessus, mais au départ c'était les animaux, le bois, les arbres, et puis maintenant au niveau industriel on en est dans le cobalt et compagnie. Donc quand tu as une personne comme Mimi avec un fort caractère, avec une éducation aussi bien européenne qu'africaine, ouverte, et qui a ses idées et qui veut aller de l'avant, dans un pôle européen de la culture alternative, il y a toute sa place. On peut défendre toutes les valeurs de tout le monde, mais en plus, on peut aider. Et quand on peut aider, et quand la personne a un projet concret, qu'elle arrive, ça s'insère. Et donc le côté Mimi sont des gens comme les autres qui ont une maladie. Et je pense que dans notre société, on fait encore des amalgames où on colle encore des étiquettes. Et Mimi est là un peu pour casser les codes et venir avec nous dire voilà, on peut faire telle chose, telle activité, telle manifestation. Et ça rentre dans un contexte où on veut casser les codes ou que c'est un pôle alternatif. Et le pôle alternatif d'une culture, c'est nous. C'est multirace, multiculture, multigénération. Nous arrivons, hélas, cher Richard, à la fin de cette émission. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est très simple. Avec le jeu, le jouet ou le pôle européen de la culture alternative, c'est juste un message. Faites l'amour et pas la guerre. C'est sur ces beaux mots que nous allons mettre un terme à notre émission. Et comme d'habitude, pour pouvoir écouter la radio, vous tapez www.mbote.be dans votre navigateur. Ça, c'est pour écouter la radio et surtout réécouter aussi toutes les émissions en podcast. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, nous vous le recommandons toujours vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous.